Je m'appelle Adonis Keaton, j'ai 36 ans et je suis actuellement directeur dans une banque privée à San Diego. Ma vie avant le mariage ressemblait à un grand livre de comptable, net, ordonné, mais manquant un peu de chaleur. Puis Taylor est apparu, comme une brise marine fraîche soufflant sur les chiffres arides de mon monde. Nous ne sommes mariés que depuis 6 mois, et tout est encore en pleine phase de lune de miel. Elle a 32 ans, architecte d'intérieur avec un sourire capable de faire fondre un iceberg. Nous vivons dans un petit appartement en bord de mer, mais Taylor a toujours rêvé d'une vraie maison où nous pourrions véritablement construire un foyer. Adonis, je veux un endroit où nous pourrons planter des fleurs, avoir des chiens, et peut-être aussi des enfants, me chuchotait-elle à l'oreille chaque soir, sa voix douce faisant battre mon cœur. Ce jour-là était un magnifique dimanche après-midi, avec un soleil doré inondant les rues de San Diego. Taylor insistait pour que nous allions voir une maison qu'elle avait trouvée en ligne. « Chérie, je pense que c'est l'endroit parfait pour nous. Il y a un jardin. C'est près de l'océan et le prix est raisonnable, dit-elle avec enthousiasme alors que nous nous dirigions vers l'adresse. J'ai souri, passant ma main par-dessus le levier de vitesse pour tenir la sienne. Si ça te plaît, je suis d'accord pour tout. Mais vérifions tout attentivement. Ne laissons pas nos émotions décider à notre place. J'ai toujours été le plus pragmatique, mais avec Taylor, j'étais prêt à laisser les sentiments prendre un peu le dessus. Quand nous sommes arrivés, la maison paraissait assez ordinaire. Une vieille maison de 2 étages peinte en blanc avec un toit de tuiles rouges, située en banlieue à environ 20 minutes en voiture du centre-ville. Ce n'était pas le style luxueux que j'avais imaginé, mais les yeux de Taylor se sont illuminés dès qu'elle l'a vu. « Regarde, Adonis, ces immenses fenêtres. La lumière va inonder la maison !» s'exclama-t-elle en me tirant par la main à l'intérieur. Au début, l'atmosphère était exactement celle d'un couple de jeunes mariés cherchant la maison de leur avenir. Joyeux, excités, posant des questions innocentes sur la plomberie, les systèmes électriques et les couleurs de peinture des murs. Je sentais une chaleur dans mon cœur, pensant que cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre de notre mariage. À la porte nous attendait l'agente immobilière, une Française nommée Juliette Carole. Elle semblait avoir la petite quarantaine, élégamment vêtue d'une robe noire et d'un blazer, ses cheveux soigneusement tirés en un chignon haut. « Bonjour, monsieur et madame Keaton. Je suis Juliette. Bienvenue dans la maison, dit-elle en anglais, mais avec un accent français si prononcé que chaque mot était étiré et enroulé d'une manière très typique. Taylor, qui avait étudié le français à l'université et aimait me le rappeler, a immédiatement souri et est passé au français pour plus de commodité. « Bonjour, Juliette. Enchantée de vous rencontrer, dit-elle en français. Nous pouvons parler en français si c'est plus simple pour vous. » Juliette a hoché la tête avec enthousiasme, et la conversation entre les deux femmes se mit à couler comme la Seine. Je me tenais à côté d'eux, silencieux, observant, faisant semblant d'inspecter les murs ou de regarder par les fenêtres. Taylor et Juliette ont naturellement supposé que je ne comprenais pas le français, une supposition raisonnable, puisque je n'avais jamais parlé à Taylor des 2 années que j'avais passées à Paris quand j'étais plus jeune. Au début, tout était si normal que j'y prêtais à peine attention. Elle parlait de l'agencement. Juliette expliquait en français, la cuisine est spacieuse avec beaucoup de rangements. Taylor hochait la tête et répondait. J'intervenais de temps en temps avec des questions simples en anglais, comme « Quel âge a ce toit ?» pour entretenir l'ambiance, et Taylor traduisait pour Juliette. Nous passions de pièce en pièce. Le salon spacieux avec une vieille cheminée. La chambre principale avec vue sur le jardin. Même un garage assez grand pour 2 voitures. Je nous imaginais vivre ici, nous réveillant chaque matin avec l'odeur du café et le rire de Taylor. Mon cœur était rempli d'espoir. Je pensais que ce mariage était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais tout a basculé en un clin d'œil. Nous étions dans le couloir de l'étage lorsque Taylor a soudainement baissé la voix, presque en chuchotant, et a demandé à Juliette en français, « Êtes-vous absolument certaine que la maison possède une pièce secrète, entièrement équipée pour qu'une personne puisse y vivre confortablement ?» Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Une pièce secrète ? Une pièce cachée ? J'ai essayé de garder une expression neutre, faisant semblant de regarder par la fenêtre, mais mes oreilles étaient tendues pour tout entendre.
Juliette parut momentanément surprise, ses yeux s'écarquillant légèrement, mais elle hocha ensuite la tête en signe de confirmation. Oui, absolument. C'est une pièce secrète entièrement équipée, construite par l'ancien propriétaire et jamais démantelée. Elle a l'électricité, l'eau courante, même un petit réfrigérateur et une salle de bain basique. Taylor laissa échapper un léger soupir de soulagement, ses épaules se détendant comme si un poids énorme venait d'être levé. Dieu merci. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas cette pièce devant mon mari. Je veux revenir la voir seule, juste nous deux. Elle demandait que la pièce cachée ne soit pas mentionnée devant son mari et qu'elle voulait revenir la voir en privé, juste elles deux. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je suis restée figée, le sang affluant à mes oreilles, mais je me suis forcée à garder un visage calme. Je me suis retournée et j'ai posé une question anodine en anglais. Jolie vue d'ici, n'est-ce pas? Taylor a souri, a traduit pour Juliette, et elles ont continué comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de moi, un torrent de questions terrifiantes déferlait. Pourquoi Taylor avait-elle besoin d'une pièce secrète? Un endroit où quelqu'un pourrait vivre confortablement? Cette pensée m'a glacé le sang. Nous venions de nous marier. Tout semblait parfait, ou du moins c'est ce que je pensais. Que cachait-elle? Un amant, un sombre secret, ou quelque chose d'encore pire? Je me suis souvenu des nuits où, couchés l'un à côté de l'autre, elles se réveillaient soudainement en sueur, balayant toujours cela d'un rire en disant que ce n'était qu'un cauchemar. Cela pouvait-il être lié? J'ai essayé de rester calme, posant de temps en temps quelques questions supplémentaires sur le prix ou les documents pour que Taylor ne se doute de rien, mais chaque pas dans la maison me paraissait maintenant lourd. L'atmosphère joyeuse du début avait disparu, remplacée par un brouillard de suspicion. La visite s'est terminée rapidement après cela. Juliette nous a raccompagnés à la porte et a promis d'envoyer plus d'informations. Sur le chemin de la voiture, Taylor a passé son bras sous le mien avec enthousiasme, en disant « Qu'en penses-tu ? Je la trouve parfaite. » J'ai hoché la tête avec un sourire forcé. Elle semble bien. On en reparlera. Mais dans mon esprit, tout avait déjà commencé à changer. Ces phrases fugaces en français n'étaient plus inoffensives. Elles étaient les graines d'une tempête sur le point de frapper notre mariage. J'ai conduit jusqu'à la maison, serrant fermement le volant, essayant de chasser les pensées sombres. Mais elles s'accrochaient obstinément, comme des ombres s'insinuant dans chaque fissure du bonheur que je pensais avoir solidement en main. Cette nuit-là, après la visite de la maison, alors que nous étions au lit, Taylor m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Je t'aime tellement, Adonis. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui. » Je l'ai embrassé sur le front et j'ai répondu « Je t'aime aussi. » Mais je suis restée éveillée toute la nuit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, écoutant le son lointain des vagues. La suspicion concernant la pièce cachée et le comportement secret de Taylor tourbillonnait dans ma tête comme un cauchemar sans fin. Pourquoi ne voulait-elle pas que je le sache? Était-ce un signe de trahison ou juste un secret sans conséquence? Je ne le savais pas, mais une chose était sûre, je devais mener ma propre enquête. Je ne pouvais pas rester là à deviner et laisser la peur me ronger jour après jour. Le lendemain matin, le soleil se leva brillamment sur le ciel de San Diego. Pourtant, mon cœur restait sombre. Je me suis réveillée tôt et j'ai préparé du café pour nous deux comme d'habitude, mais mes mains tremblaient légèrement en versant l'eau. Taylor dormait encore profondément, son visage paisible comme celui d'un ange. Je l'ai regardé, une tempête d'émotions contradictoires déferlant en moi. L'amour mêlé au doute. Je ne voulais pas penser du mal de ma femme, mais ces mots avaient été trop étranges. J'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé le numéro de Juliette sur la carte de visite qu'elle nous avait donnée hier. Le cœur battant, j'ai envoyé un SMS, « Bonjour, Juliette. C'est Adonis Keaton. J'aimerais vous rencontrer en privé pour discuter de certains détails techniques concernant la maison. Pourrions-nous convenir de quelque chose aujourd'hui? » La réponse est venue rapidement. « Bonjour, Monsieur Keaton. Je suis libre à 10 heures à mon bureau. Cela vous convient-il? » J'ai accepté, puis j'ai quitté discrètement la maison avant que Taylor ne se réveille, en laissant un mot, parti pour une réunion matinale. Je t'aime. L'agence immobilière de Juliette se trouvait dans le centre-ville de San Diego,
un immeuble moderne en verre avec un logo brillant sous le soleil. J'y suis allée en voiture, l'esprit en ébullition. En chemin, j'ai répété mes questions. Comment pouvais-je demander sans révéler que je comprenais le français? Comment pouvais-je l'amener à dire la vérité? Quand je suis entrée, Juliette m'a accueillie avec un sourire professionnel, sa voix toujours empreinte d'un fort accent français. Monsieur Keaton, veuillez vous asseoir. De quels aspects techniques souhaitez-vous discuter? La plomberie, l'électricité ou le toit? Elle s'est assise derrière son bureau, tenant une tasse de café, son expression prudente mais polie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de garder une voix stable. En fait, j'ai surpris une partie de votre conversation avec ma femme hier au sujet de la pièce cachée. Je comprends suffisamment le français de base pour suivre. Pourquoi Taylor veut-elle une maison avec une pièce cachée comme celle-là? Juliette s'est figée un instant, son visage rougissant, ses yeux fuyants. Oh, monsieur Keaton, il doit y avoir un malentendu. Nous ne parlions que de l'agencement. Elle a essayé de détourner la conversation, sa voix tremblant légèrement, ses doigts se resserrant sur la tasse. Mais je l'ai regardée droit dans les yeux, mon ton devenant sérieux. Juliette, s'il vous plaît, n'esquivez pas la question. J'ai clairement entendu Taylor poser des questions sur la pièce cachée et vous dire de ne pas m'en parler. J'ai besoin de la vérité. C'est mon mariage et je ne peux pas le laisser dans le flou comme ça. L'air dans la pièce est soudain devenu tendu comme une corde sur le point de se rompre. Juliette est restée silencieuse pendant un long moment, puis a soupiré et a posé son café. Très bien, monsieur Keaton, je vais vous le dire, mais vous devez me promettre de ne pas laisser Taylor savoir que j'ai dit quoi que ce soit. Je ne veux pas perdre une cliente. Elle a commencé à parler presque en chuchotant, si bas que j'ai dû me pencher en avant pour entendre, comme si elle craignait que quelqu'un puisse écouter à l'extérieur de la porte. Dès le premier jour où Taylor m'a contacté, elle a été extrêmement spécifique. Elle voulait une maison qui possédait déjà une pièce cachée ou qui avait des caractéristiques structurelles pouvant être discrètement converties en une. J'étais choquée. Une telle demande est très inhabituelle. Juliette a jeté un coup d'œil à son verre d'eau, puis a continué lentement, chaque mot portant sa confusion initiale. Les pièces cachées ne sont pas quelque chose que les gens recherchent à San Diego. Elles n'existent que dans les vieilles maisons de l'époque de la guerre froide ou dans des propriétés avec des permis de sécurité spéciaux. Alors, quand Taylor a continué d'insister, cela m'a vraiment paru étrange. Elle a fait une pause, a bu une gorgée d'eau, son regard lointain comme si elle reconstituait tout. Je suis restée immobile, le cœur battant, essayant de rester calme en attendant ses prochains mots. Juliette a baissé la voix encore plus. J'ai cherché dans de nombreuses annonces, de vieux registres, j'ai demandé à des collègues, mais les pièces cachées sont extrêmement rares. Quand elles existent, les anciens propriétaires les enlèvent presque toujours avant de vendre. Quand j'ai trouvé la maison d'hier, j'ai failli ne pas la lui montrer. Construite dans les années 1970, loin de la ville, intérieur démodé, plancher en bois qui craque, peinture qui s'écaille. Et le prix était élevé à cause de la taille du terrain. Je pensais que Taylor la rejetterait immédiatement. Elle a secoué la tête, semblant toujours surprise. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était anormalement intéressée. Quand j'ai envoyé le plan, elle n'arrêtait pas de poser des questions sur la pièce cachée, où elle se trouvait, à quel point elle était insonorisée, s'il y avait une entrée séparée, si elle pouvait être verrouillée de l'intérieur. Elle était si anxieuse qu'elle n'arrêtait pas de me presser de programmer une visite dès que possible, comme si elle ne pouvait pas attendre un jour de plus. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine comme de l'eau glacée coulant le long de mon dos. Le fait que Taylor recherche activement une maison avec une pièce cachée n'était plus une coïncidence. C'était délibéré depuis le début. Elle n'était pas tombée amoureuse de la maison à cause du jardin ou des grandes fenêtres. Elle avait besoin de la pièce cachée, en avait tellement besoin qu'elle était prête à ignorer tous les autres défauts. A-t-elle dit quelque chose sur la raison? Ai-je demandé, ma voix chargée d'émotion. Juliette a secoué la tête. Elle n'a pas donné de détails. Elle a seulement dit que c'était pour des raisons personnelles et m'a demandé de garder cela confidentiel. C'est précisément cette urgence et cette détermination qui m'ont surprise, comme si elle avait besoin de cette pièce pour un but spécifique et critique, plus important que le prix ou l'emplacement. Je n'ai jamais eu de cliente comme ça.
Elle a terminé par des excuses. Je suis désolée d'avoir gardé le secret à la demande de Taylor. En tant qu'agent, nous devons respecter la confidentialité des clients, mais honnêtement, je ne comprends pas non plus à quoi lui sert une pièce cachée. Peut-être pour stocker des objets de valeur ou... Je ne sais pas, elle m'a regardé avec des yeux coupables, comme si elle partageait le fardeau. J'ai hoché la tête, je l'ai remerciée, mais mon esprit était en plein chaos. Quand je suis sortie du bureau, le soleil de San Diego était aveuglant, pourtant je me sentais froid à l'intérieur. D'innombrables questions sans réponse ont inondé ma tête. Que cache Taylor? Pour qui est la pièce cachée? Pourquoi était-elle si désespérée de trouver un tel endroit qu'elle accepterait une vieille maison délabrée? J'ai conduit, mais pas directement à la maison. Je me suis arrêtée dans un café en bord de route et je suis restée assis là pendant des heures, regardant fixement les gens passer. Les pensées sombres revenaient sans cesse. Je me suis souvenu des nuits où Taylor se réveillait soudainement en sueur, les yeux paniqués. Elle disait toujours, juste un cauchemar, mais maintenant je me demandais si ce n'était pas des souvenirs de son passé. Taylor parlait rarement de son enfance, seulement qu'elle avait grandi en France, perdu sa mère très jeune et immigré seule aux États-Unis. La pièce cachée pouvait-elle être liée à ce passé? Ou était-elle dans une sorte de problème? Des dettes, des ennemis? Cette pensée m'a terrifiée. Je suis son mari, celui qui est censé la protéger. Pourtant, je me sentais maintenant impuissant. Je me suis demandé si je devais confronter Taylor directement, mais j'ai secoué la tête. Si elle l'a cachée, elle ne dirait certainement pas la vérité. J'avais besoin de plus d'indices. J'avais besoin de temps pour observer. Sur le chemin du retour, la brise marine soufflait par la fenêtre de la voiture, transportant l'odeur salée familière, mais cela ne calmait en rien l'agitation en moi. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, Taylor était assise à son bureau, dessinant des plans d'intérieur sur son ordinateur. Elle a levé les yeux et m'a lancé un sourire radieux. « Tu es de retour. » Je réfléchissais à la façon de décorer la nouvelle maison. « Qu'en penses-tu? Bleu doux ou blanc crème pour les murs de la chambre? » J'ai forcé un sourire, je me suis approchée et je l'ai enlacé par derrière. « C'est toi qui décides, mon amour. Tout ce que tu choisis est magnifique à mes yeux. » Nous avons déjeuné ensemble et parlé de travail, mais chaque mot que je disais semblait forcé. Je la regardais manger joyeusement, rire et plaisanter, et je me demandais si ce sourire était sincère. Avait-elle remarqué le changement en moi, ou faisait-elle semblant que tout était normal pour cacher quelque chose? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Taylor était blottie dans mes bras, respirant régulièrement, son visage aussi paisible que celui d'un enfant. Je l'ai regardé et j'ai senti la culpabilité m'envahir de douter de ma femme, la femme que j'aimais plus que tout au monde. Taylor était la lumière de ma vie. Celle qui m'avait sorti des journées solitaires remplies uniquement de travail et de chiffres. Allongée là, à la regarder dormir, je me suis blâmée. Pourquoi est-ce que je doute d'elle? Peut-être que tout cela n'est qu'un malentendu. Peut-être que la pièce cachée est juste pour le stockage comme l'a supposé Juliette. Mais la peur est revenue en force, mêlée à la culpabilité. Je vivais à côté d'un secret si grand qu'il pourrait détruire notre mariage. Et si la pièce cachée était pour quelqu'un d'autre? Et si Taylor était en danger? Cette pensée m'a fait frissonner. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, écoutant les vagues lointaines comme un murmure annonciateur de la tempête à venir. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai fait du café et j'ai pris ma décision. Pas de confrontation. Je garderai secret le fait que je comprenais le français, que je connaissais sa demande pour une pièce cachée et que j'avais parlé à l'agente. Si je le révélais maintenant, Taylor deviendrait sur ses gardes et je n'apprendrais jamais la vérité. Si elle s'était donné tant de mal pour le cacher, ce devait être quelque chose de si grave qu'elle n'osait pas me le dire. Peut-être une douleur de son passé ou quelque chose dont elle essayait de me protéger. Pour découvrir la vérité, je devais rester plus calme qu'elle, attendre, observer et rassembler discrètement chaque indice. C'était ma façon de faire. Le banquier habitué à gérer les risques, planifiant toujours avant d'agir. J'allais prétendre que je ne savais rien et laisser Taylor se révéler. Cet après-midi-là, alors que nous étions assis sur le balcon à regarder l'océan, j'ai soudainement annoncé « Chérie, j'ai réfléchi à la maison.
Je suis partant. Achetons-la. Si tu l'aimes, nous lancerons les démarches. Taylor s'est figée une seconde. Puis ses yeux se sont illuminés et elle m'a sauté au cou. Vraiment? Je suis si heureuse. Je pense que ce sera la maison parfaite pour nous. J'ai clairement vu la joie mêlée au soulagement sur son visage, ses épaules détendues, son sourire plus large que d'habitude. Était-elle soulagée parce que la pièce cachée serait bientôt à elle? Cette pensée m'a poignardé le cœur, mais j'ai quand même souri et je l'ai embrassée. Oui, vraiment. Je veux que tu sois heureuse. Nous avons appelé Juliette immédiatement, signé le contrat, et tout s'est enchaîné rapidement. Le prix était élevé, mais je m'en fichais. C'était ma façon de me rapprocher de la vérité. Taylor et moi nous sommes lancés dans le déménagement. Les jours suivants ont été un tourbillon de cartons, de meubles et de rires. Nous avons loué un camion et transféré tout de notre ancien appartement. Taylor a arrangé l'intérieur avec enthousiasme. Chérie, je vais peindre le salon en crème et mettre le canapé juste ici. Je l'aidais, mais mon esprit était toujours tourné vers la pièce cachée, celle derrière la bibliothèque au sous-sol dont Taylor n'avait jamais parlé une seule fois. Nous avons passé notre première nuit dans la nouvelle maison. Taylor a murmuré, j'ai l'impression que nous commençons une toute nouvelle vie. Je l'ai serré contre moi, mais mon cœur était rempli d'inquiétude. Un jour, pendant que Taylor était au travail, j'ai secrètement contacté une société de sécurité spécialisée dans l'équipement de surveillance dissimulée. Je les ai trouvés en ligne, très bien notés pour leur discrétion. J'ai appelé, bonjour, j'ai besoin de faire installer des caméras cachées dans ma maison. Personne ne doit le savoir. Le représentant, un dénommé Mike, m'a rencontré dans un café voisin. Grand, voix professionnelle. De quoi avez-vous besoin exactement? Nous avons des caméras ultra petites déguisées en boutons de chemise ou en prise murale. Je leur ai demandé d'installer de minuscules caméras à plusieurs endroits discrets, salon, cuisine, garage, et surtout près de l'entrée de la pièce cachée. Tout était si parfaitement camouflé que même Taylor, avec son œil aiguisé de designer, ne remarquerait rien. J'ai choisi des modèles avec enregistrement audio et notification d'alerte de mouvement envoyés directement sur mon téléphone, accessible uniquement via une application privée et fortement cryptée. L'installation a eu lieu en secret pendant que Taylor était absente. Mike et son équipe sont arrivés en se faisant passer pour des plombiers et ont terminé en 2 heures. C'est fait, Monsieur Keaton. Personne ne se doutera de rien. L'application vous notifiera de tout mouvement. J'ai vérifié sur mon téléphone. Vidéos cristallines, son nettes. Le faire me culpabilisait, comme si je trahissais Taylor, envahissant l'intimité de ma propre femme. Je me suis assis seule dans le sous-sol, fixant l'écran vide, me demandant, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un mariage, pas un film d'espionnage. Mais la peur de perdre ma femme, d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre, était plus grande que tout le reste. Si la pièce cachée était destinée à quelque chose de mal, si Taylor était en danger, je devais le savoir pour pouvoir la protéger. La suspicion était devenue une lame à double tranchant, coupant un peu plus mon cœur chaque jour. Les premiers jours dans la nouvelle maison se sont déroulés sous un vernis de fausse paix, mais la suspicion ne m'a jamais lâchée. Je vérifiais l'application de manière obsessionnelle, presque compulsive. Sur le chemin de la banque, pendant les réunions, même au milieu de la nuit, alors que Taylor dormait profondément à côté de moi. Chaque fois que je l'ouvrais, mon cœur battait la chamade, attendant une alerte de mouvement. Est-ce que j'exagère, n'arrêtais-je de me dire, essayant de repousser l'anxiété. Mais je me souvenais alors du soupir de soulagement de Taylor lorsque Juliette avait confirmé l'existence de la pièce cachée, de la façon dont elle avait baissé la voix pour chuchoter en français, et ma prise sur le téléphone se resserrait à nouveau. En surface, notre vie était toujours douce. Dîner romantique, étreinte chaleureuse, projet d'avenir. Taylor parlait souvent d'avoir des enfants. Qu'en penses-tu? Si nous avions une petite fille, je l'appellerais Ella, disait-elle. Je souriais, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Taylor recevait souvent des messages l'après-midi. Son expression vacillait un instant avant qu'elle ne balaie cela d'un rire.
Elle changeait toujours de sujet dès que je posais des questions sur sa famille ou son enfance. La suspicion s'enroulait en moi comme un serpent venimeux attendant de frapper. Puis, un mercredi après-midi, tout s'est effondré. J'étais à la banque, au milieu d'une réunion sur un prêt important, mais mon esprit était ailleurs. Mon téléphone a vibré doucement, une alerte de l'application, mouvement détecté dans le salon. Mon cœur s'est serré, mes mains ont tremblé en ouvrant l'application. L'image était d'une clarté cristalline. Taylor a ouvert la porte d'entrée et a fait entrer un homme étrange. Il était grand, chancelant, vêtu d'un manteau usé et de cheveux en désordre. Un frisson m'a parcouru l'échine. Le sang m'est monté aux oreilles. Qui est cet homme? Me suis-je murmuré, en zoomant. Taylor avait l'air anxieuse, les épaules voûtées, sa voix parvenant à travers le microphone caché. Entrez vite. Ne laissez personne vous voir. L'homme a hoché la tête et est entré dans la lumière de la caméra du salon. Et là, je l'ai reconnu instantanément. C'était le beau-père de Taylor, Claude Beaumont. Mon cœur s'est arrêté. Claude, l'homme que je n'avais rencontré qu'une seule fois à notre mariage il y a 6 mois. Il était arrivé en retard, débraillé dans une chemise froissée, puant l'alcool. Il avait serré Taylor rudement dans ses bras, en bredouillant « Ma fille, félicitations. Maintenant tu es riche. N'oublie pas qui t'a aidé à en arriver là, hein ?» Taylor avait esquissé un sourire gêné et me l'avait présenté. « Chérie, voici mon beau-père, Claude. Il est venu de France. » Je lui avais serré la main, mais n'avais ressenti aucune chaleur. Son langage grossier, ses yeux fuyants et l'odeur d'alcool m'avaient repoussé. Après le mariage, Taylor l'avait rarement mentionné, disant seulement « Il vit en France. » Nous ne sommes pas proches. Maintenant, en le regardant sur l'écran, entrant dans ma maison, la rage et la confusion ont déferlé en moi. Pourquoi? Pourquoi Taylor l'amenait-elle ici? Je suis resté figé, la réunion autour de moi s'estompant en un bruit de fond. Taylor a conduit Claude directement au sous-sol, a poussé la bibliothèque et a ouvert la porte de la pièce cachée. Restez ici. Ne sortez pas quand il rentrera, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Claude a eu un sourire narquois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa sait quoi faire. Puis la porte s'est refermée. J'ai éteint l'application, les jointures de mes doigts blanches alors que je serrais le bureau. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma femme hébergeait secrètement son beau-père dans notre maison. Claude, un homme grossier et apparemment alcoolique, vivait maintenant dans la pièce cachée que Taylor avait si désespérément cherchée. Était-ce là son secret, cacher son beau-père? Mais pourquoi? Avait-il des ennuis avec la justice, des dettes? Cette pensée me faisait tourner la tête. Les jours suivants, j'ai observé en silence à travers les caméras, tel un fantôme invisible. Dès que je partais travailler, Claude sortait de la pièce cachée et parcourait la maison comme si elle lui appartenait. La caméra de la cuisine l'a surpris en train de piller le réfrigérateur, de prendre mes bières, de les boire d'un trait et de jeter les canettes partout. Il fumait dans le salon, la cendre tombant sur le parquet que nous venions de nettoyer. Belle maison chic. Ma fille a bien réussi, marmonnait-il pour lui-même, la voix pleine de sarcasme. Il s'étalait sur le canapé, mettait la télévision à fond, laissait traîner des emballages de bonbons, de vieux journaux, même des vêtements sales partout. En voyant cela, mon sang bouillait. C'était ma maison, notre foyer, et il le traitait comme un bar bon marché. Pourtant, Taylor, ma femme, rentrait toujours plus tôt que d'habitude, vers 16 heures, pour effacer toute trace avant mon retour. Elle nettoyait les sols, passait l'aspirateur, sortait les poubelles, réarrangeait tout pour maintenir l'illusion d'une maison parfaite. En la voyant nettoyer frénétiquement à l'écran, en sueur, mon cœur se serrait. Taylor menait une double vie, heureuse avec moi d'un côté, servant son beau-père comme une esclave de l'autre. Les enregistrements ont révélé quelque chose d'encore plus horrible. J'ai écouté leur conversation, le son net et clair provenant des micros cachés. Claude ne montrait aucune gratitude. Il aboyait des ordres et des exigences, traitant Taylor comme si c'était son devoir d'obéir. Un après-midi, l'enregistrement s'est déclenché. « Fille, apporte-moi une bière. J'ai soif. » Taylor, doucement, « Oui, papa. »
Un instant. Mais Claude a grogné, dépêche-toi. Tu te prends pour la maîtresse de maison maintenant? Sans moi, tu serais encore en train d'errer dans les rues. Taylor n'a rien dit, a apporté la bière, ses mains tremblant en la lui tendant. Claude l'a prise et a ricané, tu as épousé ce mari riche pour échapper à ton passé, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ce que je dis, j'irai parler à Adonis. Lui raconter tout sur ton sale passé. On verra s'il t'aime encore, après. Sa voix était pure malice, tranchant l'air comme une lame. Taylor, tremblante, a supplié, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu demandes. Tais-toi, c'est tout. Sa voix s'est brisée, comme si elle était ramenée dans un cauchemar d'enfance. Chaque fois que j'écoutais cet enregistrement, seul dans mon bureau, le casque sur les oreilles, mes poings se serraient jusqu'à devenir blancs. La rage et la douleur me déchiraient, en voyant ma femme terrorisée par des menaces que je ne pouvais pas encore arrêter. Claude était un monstre. Il contrôlait Taylor par la peur, utilisant son « sale passé » comme une arme. Mais quel était ce passé? Taylor n'avait jamais parlé de son enfance au-delà du fait que sa mère était morte jeune et qu'elle avait été élevée par son beau-père. Cela me rendait encore plus mal à l'aise, comme si je marchais sur une glace fine qui pouvait se briser à tout moment. Je voulais descendre dans la pièce cachée sur le champ, frapper Claude au visage, arracher Taylor à cet enfer, mais je me suis forcée à me retenir. Je savais qu'agir impulsivement pourrait rendre les choses bien pires pour elle. La suspicion était maintenant devenue une douleur vive et réelle. Je n'arrêtais pas de me demander, quel est ce « sale passé » ? Taylor a-t-elle été abusée ? Y a-t-il eu un crime ? Cette pensée me faisait frissonner, mais je savais que je devais attendre le bon moment pour sortir ma femme de cette obscurité. Après des jours à regarder son beau-père menacer Taylor à travers les caméras, je ne pouvais plus le supporter. La douleur s'était accumulée comme un ballon sur le point d'éclater, drainant chaque once de ma force. J'avais perdu l'appétit, je ne pouvais plus dormir, et chaque fois que je regardais Taylor, la culpabilité et la pitié se tordaient en moi comme un couteau. Elle vivait un enfer, et moi, son mari, je regardais tout cela en silence. J'ai décidé que je devais la confronter, mais pas durement. Je devais être doux pour qu'elle ouvre son cœur. C'était un vendredi soir. Une pluie fine tombait sur San Diego, les gouttes crépitant doucement sur le toit de tuiles rouges. Nous étions dans le salon, Taylor lisant près de la cheminée, moi faisant semblant de consulter des documents de travail. L'atmosphère était chaleureuse et confortable, mais mon cœur était de glace. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai demandé doucement, « Ma chérie, je dois te demander quelque chose. Pourquoi Claude vit-il dans notre pièce secrète ?» Taylor s'est figé. Le livre a glissé de ses mains et a heurté le plancher en bois avec un bruit sourd. Son visage est devenu blanc, ses yeux écarquillés de panique. Elle a essayé de nier, en balbutiant, « Claude ? Quoi ? De quoi parles-tu ? Comment mon beau-père pourrait-il vivre dans notre maison ?» Sa voix tremblait. Ses doigts s'agrippaient au bord du canapé comme si c'était la dernière chose qui la maintenait à flot. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme mais ferme. Ne le cache plus, mon amour. Je sais tout. Je sais pour la pièce cachée. Je sais que Claude est là-dedans et je sais qu'il te menace. Toute force sembla l'abandonner. Elle s'est effondrée sur le fauteuil, les yeux rouges, les larmes coulant de manière incontrôlable. Comment ? Comment sais-tu ? M'as-tu espionné ? A-t-elle murmuré, la voix brisée. Puis elle s'est complètement effondrée. Des sanglots ont résonné dans le salon silencieux, se mêlant à la pluie dehors. Taylor a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées violemment, répétant sans cesse, « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Adonis. Je n'ai jamais voulu l'amener ici, mais je n'avais pas le choix. Il m'a forcé, pour qu'il garde le silence. » Je me suis agenouillée devant elle, le cœur en miettes. Je n'avais jamais vu Taylor aussi fragile. La femme forte et radieuse que j'aimais ressemblait maintenant à une enfant perdue. Je l'ai prise dans mes bras, lui caressant le dos, en chuchotant, « Ne pleure pas, chérie. Je suis là. Je ne suis pas en colère contre toi. Je veux juste la vérité. » Mais elle a continué à pleurer,
ses larmes trempant ma chemise, son corps tremblant contre le mien. Quand je lui ai demandé doucement pourquoi elle était si terrifiée, elle est restée silencieuse pendant un long moment, tremblante comme si elle menait une guerre intérieure. La pluie s'est intensifiée. Un grondement de tonnerre lointain a retenti, reflétant la tempête en elle. Finalement, s'étouffant avec ces mots, elle a avoué, « La chose dont j'ai le plus peur, c'est toi. J'étais terrifiée que si tu savais la vérité, tu me quitterais. Que tu serais dégoûté par moi, que tu me trouverais sale, indigne. » Ces mots m'ont transpercé le cœur. La douleur m'a saisi, les larmes ont monté à mes propres yeux. Je l'ai serré plus fort et lui ai dit que rien au monde ne pourrait me faire la quitter. Je voulais seulement savoir pour pouvoir la protéger. Tu es ma femme, Taylor. Rien ne changera jamais cela. Dis-le-moi pour que je puisse porter ce fardeau avec toi, ai-je murmuré en embrassant ses cheveux, l'odeur familière me serrant encore plus le cœur. Rassurée, elle a commencé à parler, sa voix se brisant entre les sanglots. Elle a essuyé ses yeux et a regardé par la fenêtre sombre comme si elle regardait dans un passé lointain. Quand j'avais 5 ans, mon vrai père est mort dans un accident de voiture. Ma mère s'est remariée avec Claude. Au début, il semblait gentil, m'achetait des cadeaux, s'occupait de nous. Je pensais qu'il serait un bon père. Sa voix est devenue plus basse, tremblante. Mais seulement quelques mois plus tard, il a montré son vrai visage. Il buvait, puis battait ma mère. Tard dans la nuit, j'entendais ses pleurs, le fracas des meubles, le bruit des coups. Le lendemain matin, elle avait des bleus, mais mentait toujours. Maman est tombée. Quand je demandais, elle me serrait juste dans ses bras et pleurait en silence. Claude la forçait à tout cacher, menaçant de nous tuer toutes les deux si elle parlait un jour. Taylor a fait une pause, s'agrippant à ma main comme si c'était sa bouée de sauvetage vers le présent. Elle a continué, la voix étranglée. Puis, une nuit de pluie, quand j'avais 10 ans, ma mère a disparu. Elle est partie sans un au revoir, me laissant seule avec Claude. Je me suis réveillée dans une maison vide. Il était assis à la table de la cuisine, souriant narquoisement. « Ta mère t'a abandonnée, petite. Maintenant, il n'y a plus que toi et papa. » Les larmes ont de nouveau coulé sur son visage. Je l'ai serré plus fort, la rage bouillonnant en moi. Après son départ, Claude a commencé à me tourmenter, me forçant à nettoyer, cuisiner, travailler du matin au soir, me battant sans raison quand il était ivre, et parfois me touchait de manière qui me révulsait de peur. Je m'enfermais dans ma chambre, mais il martelait la porte et hurlait. Je vivais un enfer, Adonis. Chaque jour était une terreur. Elle a lutté pour continuer. Les gens à l'extérieur, à l'école, les voisins, propageaient des rumeurs cruelles sur moi. Ils croyaient les mensonges que Claude racontait. Pensaient que j'étais une mauvaise enfant. J'ai porté cette culpabilité et cette honte pendant des années. Me sentant toujours pas assez bien. Ne méritant personne. Taylor a serré ma main, sa voix se brisant. Et Claude utilise encore ça pour me contrôler, même maintenant. Il menace de tout dire à tout le monde. De me dénoncer comme une. Je suis restée abasourdie, déchirée entre l'agonie et la fureur. L'image de la petite Taylor seule, luttant contre ce monstre, m'a brisé le cœur. Je l'ai serré contre moi, mes propres larmes tombant sur son épaule. Tu as tant souffert, Taylor. Je suis désolée de ne pas l'avoir su plus tôt. Je ne laisserai plus Claude détruire notre vie. Ma voix était rauque d'émotion alors que je lui caressais le dos pour la réconforter. La pluie continuait de tomber, mais la pièce était maintenant remplie de sanglots et de mots d'amour chuchotés. J'imaginais l'enfance de Taylor. Ces nuits pluvieuses en France. Des larmes silencieuses, une peur sans fin. Et la haine pour Claude brûlait en moi. Il n'était pas un beau-père. C'était un démon. Je lui ai dit que nous devions le dénoncer. Que c'était le seul moyen de mettre fin à cela. Mon ton était ferme mais doux. Nous devons le mettre en lumière. Mon amour, j'ai des preuves grâce aux caméras. Nous pouvons appeler la police. Mais Taylor a immédiatement secoué la tête de panique, les yeux écarquillés de terreur. Non, Adonis, nous ne pouvons pas. Pour moi, déterrer le passé est encore plus terrifiant que Claude lui-même.
Elle s'est agrippée à ma main si fort que ça faisait mal, la voix tremblante. Si nous le dénonçons, il va tout déballer au tribunal, dans les journaux, devant nos amis et nos collègues. Je suis terrifiée par les regards jugeurs, les chuchotements. Je ne peux pas redevenir cette petite fille rejetée. Je ne le supporterai pas, j'ai vu dans ses yeux la peur la plus profonde de sa vie. Non pas de Claude, mais d'être jugée. De perdre la vie paisible qu'elle avait tant lutté pour construire. Taylor fuyait son passé depuis des années, et la pensée de l'exposer la faisait se recroqueviller comme une enfant effrayée. Je savais qu'elle luttait contre la plus grande terreur de sa vie, alors je n'ai pas insisté. J'ai simplement tenu ma femme en silence, la caressant doucement. Nous sommes restés ainsi pendant des heures, alors que la pluie ralentissait et que le tonnerre s'estompait. Mais la tempête en nous est restée. Taylor a reposé sa tête sur ma poitrine, a pleuré jusqu'à l'épuisement, et j'ai murmuré, « Je suis là, mon amour. Nous traverserons ça ensemble. » Mais dans mon esprit, un plan se formait déjà. Je ne laisserai pas Claude gagner. Même si Taylor avait peur, je devais la protéger. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Mais mon sommeil a été agité, rempli de rêves du ricanement de Claude, des larmes de Taylor, et de moi, debout au milieu, impuissant. La vérité avait été découverte, mais le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère de la maison a changé subtilement, mais sans équivoque. Taylor est devenue plus affectueuse. Elle me serrait soudainement dans ses bras au milieu de la journée et me chuchotait des mots d'amour, comme pour se faire pardonner tous les secrets qu'elle avait gardés. Au fond, cependant, je savais que Claude était toujours là, tapi dans le sous-sol comme un fantôme attendant de bondir. J'ai laissé les caméras tourner, mais j'ai supprimé tous les anciens enregistrements audio par respect pour Taylor. Pourtant, l'inquiétude couvait en moi. J'ai passé des nuits à faire des recherches en ligne sur la violence domestique, lisant comment les victimes restent souvent liées à leurs agresseurs par peur, et mon cœur s'est serré encore plus. Taylor était une victime, et je devais être son roc. Nous avons essayé de vivre normalement. Chaque matin, Taylor préparait le café et nous nous asseyions sur le balcon pour regarder l'océan de San Diego scintiller sous le soleil. « Chérie, aujourd'hui je commence un nouveau projet de design. Je me sens déjà mieux, disait-elle, son sourire plus sincère qu'avant. Je lui souriais en retour, mais mon esprit était toujours avec Claude. Il restait dans la pièce cachée, et Taylor lui apportait toujours secrètement de la nourriture, bien que moins souvent maintenant. Elle a promis qu'elle le convaincrait de partir, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux chaque fois que le sujet était abordé. J'ai serré, Adonis, mais il n'acceptera pas comme ça. J'ai hoché la tête et je l'ai tenu dans mes bras, mais mes nerfs étaient tendus comme un fil sur le point de se rompre. Je savais que tout pouvait exploser à tout moment. J'ai commencé à planifier discrètement, contactant un ami avocat, sauvegardant les anciens fichiers audio comme preuve, mais je n'ai pas encore agi. J'attendais que Taylor soit prête. Puis le jour fatidique est arrivé. Un mardi après-midi maussade. Le ciel de San Diego était lourd de nuages sombres. J'étais à la banque, ensevelie sous des dossiers de prêt, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je vérifiais toujours le flux des caméras de temps en temps, juste pour me sentir en sécurité. Mon téléphone a vibré doucement. Mouvement important détecté dans le salon. Mon cœur s'est serré. Mes mains ont tremblé en ouvrant l'application. L'écran montrait Taylor en train de nettoyer le désordre habituel que Claude avait laissé. Des canettes de bière, des cendres de cigarettes, de vieux journaux éparpillés sur le sol de la cuisine. Tout ressemblait au jour précédent. Elle essuyait, soupirait de lassitude, essayant de restaurer l'aspect parfait avant mon retour. J'ai expiré, pensant que c'était tout. Mais quelques minutes plus tard, la porte de la pièce cachée s'est ouverte brusquement et Claude en est sorti en titubant, manifestement ivre. Il se balançait, chemise débraillée, yeux injectés de sang par l'alcool. « Fille, apporte à papa une autre bière », a-t-il bredouillé en s'approchant de Taylor par derrière. La caméra l'a capturé clairement. Il a tendu la main et a touché le bas de son dos, puis a glissé sa main sur sa hanche d'une manière ouvertement répugnante. Taylor a tressailli, terrifié, reculant à plusieurs reprises. « Arrête ça. Tu es ivre. »
Retourne dans ta chambre. Sa voix tremblait alors qu'elle le repoussait. Mais Claude est devenu plus agressif, ricanant. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Papa veut juste un câlin. Tu te la joues grande dame maintenant, tu as oublié ton vieux père? Ou as-tu peur que ton mari découvre ce que tu faisais avant? Les mots ignobles qui ont suivi ont fait exploser la rage en moi. Le sang m'est monté à la tête. J'ai serré le téléphone si fort que l'écran s'est légèrement fissuré. Petitesse, tu penses pouvoir m'échapper? A grogné Claude, saisissant le bras de Taylor et l'attirant vers lui. Taylor s'est débattu plus fort, le repoussant. Lâche-moi. J'appelle la police. Le visage de Claude s'est instantanément tordu, passant du désir à la fureur. Il l'a poussé sur le sol de la cuisine avec un bruit sourd qui a résonné à travers le microphone, puis a commencé à la frapper, la giflant, lui donnant des coups de poing à l'épaule, en rugissant. Tu oses appeler les flics sur moi? Je vais te tuer. Taylor a crié et pleuré, se recroquevillant pour protéger sa tête. Arrête. S'il te plaît, papa, ne me frappe plus. J'ai perdu la tête. Assis dans mon bureau, j'avais l'impression que mon sang bouillait. Mes doigts tremblants ont composé le 911. J'ai balbutié l'urgence, à l'aide. Ma femme se fait agresser chez nous en ce moment même. C'est filmé. L'agresseur est son beau-père, Claude Beaumont. Adresse, 12 Ocean Drive, San Diego. Il va la tuer. L'opérateur a posé des questions, mais je n'ai pas attendu. J'ai raccroché et j'ai quitté mon bureau en trombe, laissant derrière moi des collègues stupéfaits. Après avoir appelé la police, j'ai foncé vers la maison, dépassant toutes les limites de vitesse, zigzagant dangereusement sur l'autoroute au milieu des klaxons. Des larmes coulaient sur mon visage, mêlées à une rage pure. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il toucher ma femme? La voiture volait à travers les rues familières. Le vent marin de San Diego fouettait par la fenêtre ouverte, mais je ne sentais rien d'autre que la terreur de pouvoir perdre Taylor. Tiens bon, chérie. J'arrive, ai-je murmuré, écrasant l'accélérateur, grillant les feux rouges. Je suis arrivé en crissant des pneus dans l'allée, j'ai sauté de la voiture et j'ai défoncé la porte d'entrée, qui était déjà grande ouverte. J'ai foncé directement dans la cuisine où le cauchemar se déroulait. Taylor gisait sur le sol, le visage enflé, un filet de sang coulant du coin de sa bouche, tandis que Claude la dominait, le bras levé pour un autre coup. Je n'ai pas réfléchi. J'ai chargé comme un animal sauvage et j'ai frappé Claude en plein visage. Lâche-la, salaud. Il est tombé en arrière mais s'est relevé en rugissant et en se jetant sur moi. Nous nous sommes battus violemment. Je l'ai arraché à Taylor, lui martelant l'estomac et le visage de coups de poing. Il griffait et frappait en retour, puant l'alcool. Alors, c'est toi le mari? Je vais te tuer, a beuglé Claude, mais j'étais plus fort. Je l'ai projeté contre le mur et j'ai continué à frapper. Cela n'a duré que quelques secondes, mais a semblé une éternité. Bruit de meubles qui se brisent, respiration haletante, sanglots de Taylor. Adonis, s'il te plaît, arrête. Mon sang était en feu, mais les sirènes de la police ont retenti à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, 4 officiers armés ont fait irruption, répondant à l'appel au 911. Ils nous ont immédiatement séparés et ont menotté Claude sur le champ. Toujours ivre, il n'arrêtait pas de crier « Je suis innocent. Ma fille m'a invité ici. » 2 officiers m'ont retenu alors que je haletais, les poings serrés. Il a attaqué ma femme. Tout est filmé. Taylor a été déplacée dans un coin sûr. Une policière s'est agenouillée à côté d'elle, nettoyant le sang de son visage et documentant les blessures visibles. Joues enflées, bras contusionnés, lèvres fendues. « Est-ce que ça va, madame? Nous vous emmenons à l'hôpital, a dit l'officier doucement. Taylor a hoché faiblement la tête, les yeux écarquillés de choc, des larmes coulant alors qu'elle me regardait. J'ai fait ma déposition sur le champ. Claude Beaumont vit illégalement dans notre pièce cachée au sous-sol. Il abuse mentalement et physiquement de ma femme. J'ai tout en vidéo. Claude a nié en bredouillant. Mensonge. Taylor voulait que je sois ici. C'est ma fille. Mais Taylor, encore sous le choc, ne pouvait pas encore parler.
Elle restait juste recroquevillée, tremblante. La police a lu à Claude ses droits Miranda. Vous avez le droit de garder le silence. Puis ils l'ont chargé dans la voiture de patrouille, l'arrêtant pour agression, violence domestique, abus émotionnels, menaces et violation de domicile criminel. En le voyant pousser à l'arrière du véhicule de police, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de fureur persistante. Enfin, le monstre avait été traîné à la lumière. On m'a demandé de venir au poste pour une déposition complète. Assis sous les dures lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire, je leur ai tout raconté, de la visite de la maison à l'attaque d'aujourd'hui, en passant par mes soupçons sur la pièce cachée, l'installation des caméras et la découverte de Claude. J'ai remis mon téléphone et j'ai montré la vidéo de l'application, une preuve irréfutable. Le détective a hoché la tête. Nous examinerons tout ce que vous avez fourni. Merci pour votre coopération, Monsieur Keaton. L'interrogatoire a duré environ 2 heures. J'étais assis là, les mains tremblantes autour d'un gobelet en papier d'eau, mon esprit rejouant l'image de Taylor sur le sol. Quand ce fut terminé, j'étais libre de partir. J'ai filé directement à l'hôpital voisin où Taylor était en observation, ses néons brillant dans la nuit. En entrant dans la chambre et en voyant ma femme allongée là, les joues enflées et rouges, le bras bandé, mon cœur s'est brisé. Je me suis précipité à son chevet et je l'ai serré fort, sentant son corps trembler dans mes bras. Taylor a enfoui son visage dans ma poitrine et a sangloté comme une enfant. Adonis, tu es là. J'ai eu si peur. Il m'a frappé. J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré, c'est fini, mon amour. Claude est en prison. Je suis juste là. Le médecin est entré et a dit que les blessures n'étaient pas graves, pas d'os cassé, mais qu'elle aurait besoin d'un suivi psychologique. Nous sommes restés là, les mains jointes, et je savais qu'à partir de maintenant, nous n'avions d'autre choix que d'affronter le passé de front. Il n'y avait plus de fuite possible. Claude n'était plus une ombre. Il était réel, et nous allions devoir affronter les tribunaux, les souvenirs, la douleur. Mais en tenant Taylor à ce moment-là, je me sentais plus fort que jamais. La tempête avait enfin éclaté sur nous, et nous allions y survivre ensemble. L'hôpital de San Diego était étrangement calme la nuit. Seul le bip régulier des machines et la faible odeur d'antiseptique dans l'air. Je suis resté au chevet de Taylor toute la nuit, lui tenant fermement la main, regardant son visage pâle sous la faible lumière des néons. Chaque fois qu'elle gémissait dans son sommeil agité, mon cœur se serrait comme dans un étau. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène horrible dans la cuisine. Claude, ivre, enragé, le bras levé, Taylor recroquevillé sur le sol. La rage bouillait toujours en moi, mais maintenant elle était mêlée à une tristesse infinie. Taylor, la femme forte que j'aimais, avait enduré cela seule pendant des années, et les blessures physiques n'étaient que la surface de sa douleur profonde. Je me suis murmuré, je dois mettre fin à cela. Il ne reviendra jamais. Le lendemain matin, alors que le soleil de San Diego perçait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant des rayons chauds sur le visage de Taylor, elle s'est réveillée avec les yeux rougis. Le médecin a fait un dernier contrôle, l'a laissé sortir avec des analgésiques et une forte recommandation de thérapie, et nous sommes rentrés à la maison en silence, les mains étroitement liées. La maison était maintenant d'un calme mortel, plus de bruit de pas titubant venant du sous-sol. Mais l'air semblait encore lourd, comme si un fantôme s'y attardait. Taylor s'est assise sur le canapé, regardant l'océan d'un air absent, pendant que je lui préparais un thé chaud. Après cette nuit fatidique, avec Claude en garde à vue, je me suis assis à côté d'elle, non plus sur le lit d'hôpital mais sur le canapé, et je l'ai doucement encouragé à mettre fin à ses souffrances une fois pour toutes en le poursuivant en justice. Chérie, nous ne pouvons pas le laisser gagner. Il a été arrêté, et nous devons ajouter d'autres accusations. Poursuivons-le. Faisons-le payer pour ce qu'il t'a fait, à toi et à ta mère. Cette fois, Taylor n'a pas résisté aussi farouchement qu'auparavant. Elle m'a regardé, les yeux brillants, et est restée silencieuse pendant un long moment. Après l'agression brutale qu'elle venait de subir, les ecchymoses encore visibles sur son visage, la douleur à chaque mouvement, elle a finalement réalisé que si elle continuait à fuir, Claude la hanterait pour toujours. Tu avais raison. Je suis fatiguée de fuir. Mais j'ai peur.
peur de devoir tout raconter au tribunal. Sa voix tremblait, ses doigts se resserrant sur la tasse de thé. Je l'ai prise dans mes bras, lui caressant le dos. Je sais que tu as peur, mais je serai là avec toi. Nous ferons cela ensemble. Il ne peut plus te menacer. Taylor a hoché faiblement la tête, des larmes coulant sur ses joues, mais dans ses yeux brûlait une petite étincelle de détermination que je n'avais jamais vue auparavant, comme une flamme vacillant pour reprendre vie après des années d'étouffement. Quelques matins plus tard, plus calme maintenant, Taylor m'a pris la main et m'a dit qu'elle était prête à affronter le passé, aussi douloureux que cela puisse être de tout mettre en lumière. Nous nous sommes assis sur le balcon, la brise salée de l'océan portant un parfum d'espoir. Adonis, je pense que nous devrions commencer. Je ne veux plus jamais que Claude revienne. Poursuivons-le en justice. Ces mots ont enlevé un rocher de ma poitrine. Enfin, Taylor avait choisi de se battre. Je l'ai embrassé sur le front, débordant de fierté. Nous le ferons, mon amour. Je te le promets. Cela a marqué le début du voyage pour rassembler les fragments de son passé. Un chemin difficile mais nécessaire vers la guérison. Nous avons pris l'avion pour la France, pour le quartier où Taylor avait vécu avec Claude et sa mère. Une petite ville en périphérie de Paris avec des rues pavées étroites et une maison blanche délavée que le temps avait usée. L'air semblait lourd, comme si les souvenirs obsédants s'accrochaient encore au mur. Taylor tremblait en arrivant, s'agrippant fermement à ma main. Je ne suis jamais revenu depuis que j'ai fui en Amérique. Nous avons frappé aux portes des voisins. Un homme de 70 ans qui vivait de l'autre côté de la rue a soupiré. La petite Taylor. Claude, bien sûr que je me souviens. Les cris résonnaient dans tout le quartier. Les pleurs de ta mère, René, le fracas des meubles. Chaque fois que Claude était ivre, il la battait. Je l'ai vue avec des bleutants de foie, mais elle niait toujours. Disait qu'elle était tombée. Taylor écoutait, les larmes coulant, mais elle a hoché la tête. Merci. Seriez-vous prêt à témoigner pour moi? Le vieil homme a hoché la tête fermement. Je t'aiderai, pauvre enfant. Nous avons continué à frapper aux portes et, lentement, les pièces du puzzle se sont assemblées. Le voyage ne s'est pas arrêté là. Nous sommes allés au vieil hôpital où la mère de Taylor avait été soignée, un petit établissement aux archives poussiéreuses. Avec une autorisation légale, nous avons examiné les dossiers. Ils montraient des blessures et des contusions répétées, des schémas clairs de violence domestique. René avait été admise au moins 5 fois pour des « chutes dans les escaliers » ou des « accidents de vélo », mais les descriptions ne correspondaient pas, yeux au beurre noir, doigts cassés, des signes classiques de coups. Les mains de Taylor tremblaient en lisant. Maman. Elle a tellement souffert. Dans les dossiers médicaux d'enfance de Taylor, nous avons trouvé plusieurs admissions pour des « chutes » avec des blessures qui contredisaient les vieilles excuses de Claude, des marques sur son dos et ses bras compatibles avec des coups de ceinture ou de poing. Je me souviens. Il me frappait avec sa ceinture, a murmuré Taylor, la voix brisée. Je l'ai tenu dans mes bras, la rage bouillonnant en moi. Ces documents étaient la preuve vivante que Claude n'était pas un beau-père. C'était un tortionnaire. Ensuite, nous avons visité l'ancienne école primaire de Taylor, un petit bâtiment avec une cour de récréation verte. Mais les souvenirs ici étaient sombres. Son ancienne institutrice, maintenant à la retraite, Madame Dupont, nous a rencontrés dans un café voisin. Elle avait environ 60 ans, les cheveux argentés, la mémoire encore vive. Taylor. Une si brillante petite fille, mais elle venait souvent à l'école terrifiée. Des bleus sur les bras et les jambes, les yeux rouges de larmes. Plusieurs fois, elle a supplié de rester après l'école parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. J'ai posé des questions, mais elle secouait simplement la tête et pleurait. Madame Dupont a soupiré. Je soupçonnais Claude, mais à l'époque nous n'avions aucune preuve, et il a menacé l'école si nous nous en mêlions. Maintenant, si vous avez besoin de moi, je témoignerai. Taylor l'a serré dans ses bras en sanglotant. Merci. Vous étiez la seule qui se soit jamais souciée de moi. Avec chaque nouveau témoin et chaque document copié, j'ai soigneusement compilé un dossier complet. Papier numérisé, déclaration enregistrée, organisée chronologiquement.
C'était un travail méticuleux, mais essentiel pour construire un dossier en béton. Une fois que les preuves étaient accablantes, témoignages de voisins prouvant des années de mauvais traitements en France, dossiers médicaux, le témoignage de l'enseignante, plus les images de la caméra cachée de l'agression de Claude chez nous, nous avons rencontré Marcus Hale, un vieil ami d'université et avocat pénaliste respecté. Nous sommes retournés à son bureau du centre-ville de San Diego, avec sa vue sur l'océan et son atmosphère professionnelle. Nous avons exposé toute l'histoire, de la visite de la maison à l'agression, ainsi que le dossier épais de preuves. Marcus, les cheveux poivre et sel et le regard perçant, a tout examiné attentivement, feuilletant les pages, regardant la vidéo sur son ordinateur portable. Adonis, Taylor, c'est un dossier très solide. Des preuves claires, des témoignages prouvant des abus à long terme en France correspondant aux dossiers médicaux, et l'agression aux États-Unis en vidéo. Assez pour accuser Claude de violences domestiques prolongées, de torture psychologique sur la base des récits de Taylor sur les violations de limites inappropriées dans l'enfance, de menaces, d'agressions et de violations de domicile. Sous la direction de Marcus, Taylor et moi avons officiellement déposé la plainte contre Claude, entamant la lutte pour la justice qu'elle avait fui pendant tant d'années. Nous étions assis à son bureau, les mains tremblantes en signant, le cœur battant. Quand Taylor a fini de signer, elle a regardé le papier comme si elle regardait un nouvel avenir. Je l'ai fait, Adonis. Marcus a hoché la tête. Cette affaire a de grandes chances de réussir. Si nécessaire, Claude peut être extradé des États-Unis vers la France, mais nous commencerons ici. Taylor est sortie du bureau de l'avocat les yeux rouges, mais le regard stable. Pour la première fois, elle ne se sentait plus comme l'enfant terrifié acculé dans un coin. Nous nous sommes promenés le long du rivage de San Diego, le vent agitant ses cheveux, et Taylor a souri. Je me sens plus libre, Adonis. Je l'ai serré contre moi, rempli d'espoir, mais conscient que la route à venir serait encore longue. Les dates d'audience approchaient, une couverture médiatique possible, des souvenirs douloureux ramenés à la lumière. Mais maintenant, nous ne fuyions plus. Les semaines de préparation du procès ont été la période la plus éprouvante de notre vie. Marcus a coaché Taylor sur la manière de témoigner, s'entraînant pendant des heures dans son bureau, une grande pièce avec vue sur l'océan. Pourtant, l'atmosphère semblait toujours aussi lourde qu'un vrai tribunal. Taylor s'asseyait devant un miroir, s'exerçant à maintenir le contact visuel tout en racontant les détails douloureux. Il me frappait avec une ceinture. Il me touchait. Sa voix tremblait au début, mais devenait progressivement plus ferme. Le procès contre Claude a commencé un matin d'automne au palais de justice de San Diego, un bâtiment moderne en verre au long couloir résonnant qui sentait le vieux papier. La salle d'audience était bondée, attirant des journalistes locaux, des équipes de télévision et même des représentants d'associations de lutte contre la violence domestique. Ils attendaient devant les portes, les microphones tendus, les appareils photo crépitant à chaque fois que nous entrions. Madame Keaton, que ressentez-vous à l'idée d'affronter votre beau-père, a lancé un journaliste. Taylor a serré ma main plus fort, les épaules légèrement voûtées. Je l'ai protégé et j'ai murmuré, ne les regarde pas. Je suis là. Tu es en sécurité. À l'intérieur, la juge, une femme d'âge mûr au regard sévère, portant des lunettes à monture noire, a frappé son marteau, tendant instantanément l'attention comme un arc bandé. Le jury de 12 citoyens ordinaires femmes au foyer, ingénieurs, retraités était assis en silence à droite, les yeux fixés sur nous. J'étais assis au premier rang, le cœur battant, les jointures blanches à force de serrer le banc. Tout au long de la procédure, Claude a nié toutes les accusations. Abus à long terme, menaces, tourments psychologiques, violation de domicile. Chaque jour, il apparaissait suffisant dans le box des accusés, portant un costume bon marché, les cheveux plaqués en arrière. Pourtant, ses yeux brûlaient toujours de colère. Je n'ai fait que m'occuper de ma fille. Taylor m'a invité en Amérique. Toutes ces vieilles histoires sont des mensonges, a-t-il juré devant la juge, son fort accent français rendant chaque mot encore plus grinçant. Son avocat de la défense, un homme louche que j'en étais venu à mépriser, a tordu le récit. L'accusé est un beau-père aimant, et la victime présumée cherche à se venger pour des différends familiaux. Entendre cela a fait bouillir mon sang, mais Marcus est resté calme. Ils sont désespérés.
Les preuves parleront d'elles-mêmes. Puis Marcus a présenté les images de la caméra cachée, l'agression dans la cuisine, Claude poussant Taylor au sol et la frappant. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. C'est une preuve directe d'agression et d'abus psychologiques, a déclaré Marcus alors que la vidéo passait sur le grand écran. Claude est devenu pâle et a balbutié, c'est truqué. Ensuite sont venus les vieux dossiers hospitaliers de France. Des pages jaunies décrivant des blessures répétées. Des signes clairs de violence domestique prolongée, a expliqué Marcus, les passant au jury. Les témoignages des voisins. Le vieil homme d'en face racontant les cris nocturnes. Des enseignants comme Madame Dupont décrivant une petite fille terrifiée, désespérée de rester après l'école. Chaque pièce à conviction frappait les défenses de Claude comme une lame. Son visage est devenu cramoisi tandis que son avocat essayait de rejeter les déclarations comme de simples oui-dire sans crédibilité. Mais les jurés secouaient la tête, les yeux remplis de dégoût. Je serrais la main de Taylor plus fort à chaque pièce à conviction. Elle tremblait mais a murmuré, « Il nous croit, Adonis. » Le jour le plus intense a été celui où Taylor a témoigné. La salle était comble, les appareils photo crépitaient, l'air était si épais qu'on pouvait à peine respirer. Elle portait une simple robe blanche, les cheveux en un chignon soigné, les jambes tremblant alors qu'elle s'avançait. J'étais assis en bas, le cœur battant, priant silencieusement. « Tu peux le faire, chérie. » Mais cette fois, elle n'a pas baissé le regard. Taylor s'est tenue droite et a regardé directement la juge et le jury. Sa voix a commencé de manière hésitante, mais est devenue plus forte à chaque mot. Je suis Taylor Keaton, et Claude Beaumont n'a jamais été mon beau-père. Il a été l'homme qui m'a torturée depuis l'enfance. Elle a raconté chaque détail horrible, les coups de ceinture qui déchiraient la peau, les nuits cachées sous le lit pendant qu'il hurlait son nom, les moments d'ivresse où il la touchait de manière écœurante. Il a utilisé les rumeurs ignobles qu'il a lui-même propagées pour me menacer et me contrôler, me faisant vivre dans la honte et le dégoût de moi-même pendant des années. La salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Seul un sanglot étouffé a rompu le silence dans la galerie publique. Les jurés ont regardé Claude avec une révulsion manifeste. Il était assis, voûté, le visage livide, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Quand Taylor est descendu, Claude a éclaté, l'insultant, la traitant de traîtresse menteuse, provoquant un tumulte. La juge a frappé son marteau, ordonnant le silence, mais il a continué à grogner, le visage violet de rage. « Tu le regretteras, petitesse. Je dirai au monde entier ce que tu es exactement. » Son avocat a essayé de le faire taire, mais soudain, Claude s'est figé. Ses yeux furieux se sont écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. J'ai suivi son regard. Au dernier rang était assise une femme élégante, maquillage léger, rouge à lèvres rose pâle, cheveux brillants parfaitement coiffés, manifestement riche dans une robe en soie noire, un collier de perles et un sac à main de créateur. Elle était assise parfaitement droite, fixant Claude d'un regard glacial et sans ciller qui semblait lui transpercer l'âme. Je ne la reconnaissais pas. Ce n'était ni une témoin ni une journaliste, mais sa présence a fait visiblement trembler Claude. Les jointures blanches sur la chaise, le visage vidé de sa couleur. Après plusieurs secondes suffocantes, il a essayé de parler, mais n'a fait que balbutier, puis s'est affalé et s'est tu. Finalement, après 3 semaines exténuantes, le verdict est tombé. La juge a lu d'une voix grave, Claude Beaumont est condamné à 25 ans de réclusion pour violence domestique prolongée, torture psychologique, agression, menaces, violation de domicile criminel et coups et blessures intentionnelles. La salle d'audience a éclaté, applaudissements de la galerie, sanglots de soulagement de Taylor, et Claude, la tête baissée, emmené en silence, menotté. J'ai tenu la main de Taylor en sortant, épuisé, les jambes faibles, l'esprit tourbillonnant d'images. Taylor à la barre, les preuves présentées, et ce moment où Claude s'est figé. Les journalistes se sont précipités à l'extérieur. « Madame Keaton, que ressentez-vous » Taylor a réussi un faible sourire. Justice a été rendue. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule. La brise fraîche de San Diego portait l'odeur de l'océan comme une célébration silencieuse. Juste à l'entrée du palais de justice, la femme élégante attendait, appuyée contre un pilier, son sac à main à la main,
nous regardant avec une attente silencieuse. Taylor s'est arrêtée, une lueur de reconnaissance confuse traversant son visage, quelque chose de frappant familier dans les yeux marron foncé et le léger sourire, mais elle ne pouvait pas le situer. « Excusez-moi ? On se connaît ?» a demandé doucement Taylor. La femme a ouvert la bouche comme pour parler, les lèvres tremblant légèrement, puis l'a refermée. Elle nous a simplement regardés tous les deux d'un regard long, lointain, lourd. Sans un mot, elle s'est retournée et a marché lentement vers une voiture noire et élégante garée à proximité. Taylor était trop épuisée et bouleversée pour s'y attarder. Elle s'est appuyée sur mon épaule. « Rentrons à la maison, chérie. » Mais quelque chose s'est agité en moi. Les yeux de cette femme. Ils ressemblaient étrangement à ceux de Taylor, seulement plus âgés, portant des décennies de douleur inexprimée. J'ai jeté un regard curieux en arrière, mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était tenir ma femme dans mes bras et enfin me reposer. Après le procès, la vie pour Taylor et moi a lentement repris son cours. Les premières semaines ont été une période de récupération silencieuse, comme une blessure se refermant lentement après une tempête. Nous sommes retournés dans notre maison en bord de mer à San Diego, désormais libérés de l'ombre de Claude et de la pièce cachée obsédante. Taylor a commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine, assise sur un canapé moelleux dans un bureau calme qui sentait légèrement l'huile essentielle de lavande, racontant des souvenirs douloureux sans trembler autant qu'auparavant. Elle a commencé à mieux dormir, se réveillant moins souvent en sueur, et son sourire est revenu, plus sincère, plus léger. « Adonis, j'ai l'impression qu'un poids énorme a été levé », a-t-elle murmuré un soir alors que nous étions assis sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre l'océan en rouge. Pourtant, je continuais à sentir que quelqu'un nous observait. Des aperçus fugaces au coin de la rue, à l'ombre d'un arbre, ou de l'autre côté de la route. Au début, j'ai cru que ce n'était que de la paranoïa due au procès stressant, avec des articles de presse occasionnels et des commentaires en ligne qui circulaient encore. Mais non, c'était trop réel. Un après-midi, en allant chercher le courrier, je me suis figée. La femme élégante se tenait à notre portail, regardant à travers la clôture en fer dans le jardin où Taylor arrosait les fleurs. C'était la même femme qui avait fait taire Claude au tribunal, portant une robe en soie grise, un maquillage léger, des cheveux ondulés parfaitement coiffés, semblant sortir d'un magazine de mode. Elle se tenait là, serrant la lanière de son sac à main, les yeux fixés sur Taylor. Mon cœur s'est emballé, mais je suis restée calme et je me suis approchée. « Puis-je vous aider ? Qui êtes-vous ? » Elle a souri doucement, sa voix douce avec un accent français. « Oh, je suis désolée si je vous ai effrayé. Je suis René. Je viens d'emménager à proximité, 3 maisons plus loin. J'adore ce quartier, alors je me promène souvent. » Son explication semblait raisonnable, mais ses yeux, profonds, tourmentés, m'ont glacé le sang. J'ai hoché la tête poliment. Oui, c'est un quartier calme. Bonne journée. Elle s'est retournée pour partir, mais a jeté un dernier regard à notre maison avant de disparaître. Les jours suivants, j'ai continué à la voir dans le quartier, toujours à une distance prudente. Parfois au parc voisin nous regardant marcher, parfois au café d'en face, les yeux tournés vers la fenêtre de notre cuisine pendant que Taylor cuisinait. Elle ne s'est jamais approchée directement, mais sa présence ressemblait à celle d'un fantôme, me mettant mal à l'aise. Un soir, après que nous ayons fini de dîner des pâtes maison de Taylor, la lueur des bougies, une musique douce, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver René debout sous le lampadaire jaune, portant un manteau de soie, tenant son sac à main, le visage pâle. Je suis désolée de vous déranger. J'ai besoin de parler. Je l'ai fait entrer. Taylor a poliment offert, « René, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous du thé ?» René est entrée, visiblement nerveuse, les mains tremblant légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le canapé. Le salon est soudain devenu chargé, comme l'air avant un orage. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, regardant Taylor avec une émotion débordante, puis a sorti une vieille photographie de son sac et l'a tendue à 2 mains comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait. Au moment où Taylor l'a vu une photo d'une fillette de 8 ans souriant vivement à côté d'une jeune mère sous le soleil français, elle a paniqué, a crié et a reculé. Son visage est devenu blanc, ses yeux remplis de peur et de rage.
Non, ce n'est pas possible. Elle s'est enfuie à l'étage et a claqué la porte de la chambre. Des sanglots déchirants ont résonné. J'ai couru après elle, frappant à la porte. Chérie, c'est moi. Ouvre la porte. À travers la porte, sa voix brisée, Adonis, s'il te plaît, laisse-moi seul pour l'instant. J'ai besoin d'être seul. Je suis redescendu, confus et alarmé, fixant la femme toujours assise là, des larmes coulant sur ses joues. Madame Renée, qui êtes-vous vraiment? Pourquoi faites-vous du mal à ma femme comme ça? Ai-je demandé sèchement, l'inquiétude rendant mon ton dur. C'est alors seulement qu'elle a soupiré, les larmes coulant, et a révélé la vérité. Elle était Renée Callahan, la mère biologique de Taylor. Les mots m'ont frappé comme la foudre. Renée, la mère qui avait disparu, celle que Taylor croyait l'avoir abandonnée. Elle était assise là, la voix tremblante, et a raconté son histoire. Je me suis enfuie de Claude parce que je ne supportais plus la violence. Il me battait tous les soirs et menaçait de nous tuer toutes les deux si j'essayais d'emmener Taylor. Cette nuit de pluie, je me suis échappée seule, prévoyant de revenir la chercher plus tard, mais Claude a déménagé et je n'ai pas pu la retrouver. J'ai vécu dans la peur pendant des années, changeant de nom, travaillant dans des villes lointaines. Elle a fait une pause, essuyant ses larmes. Quand j'ai enfin eu de l'argent et de la stabilité grâce à mon entreprise de mode, j'ai cherché Taylor, mais personne ne savait où elle était. Je vivais à Paris, suivant des pistes de loin, mais c'était sans espoir. Quand j'ai vu le procès à la télévision, j'ai appris qu'elle était en vie et que Claude était le monstre qui avait ruiné la vie de ma fille. J'ai pris l'avion pour l'Amérique immédiatement. Je me suis assise au tribunal juste pour la voir, mais j'avais trop honte de l'avoir abandonnée, pour me révéler tout de suite. Elle a dit qu'elle n'attendait pas de pardon. Elle voulait seulement appeler Taylor, ma fille, une fois dans sa vie. Sa voix s'est brisée de remords. Je sais que j'ai eu tort, mais je l'aime. Chaque jour de ma vie a été consacré à la retrouver. J'étais déchirée entre l'émotion et la confusion. C'était la mère de Taylor, la femme qu'elle avait à la fois pleuré et détestée. J'ai gentiment demandé à Renée de partir pour le moment. Taylor était trop bouleversée. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Elle a besoin de temps pour se calmer. Nous vous contacterons. Renée a hoché la tête, les larmes coulant, et est partie d'un pas lourd. Cette nuit-là, j'ai tenu Taylor dans mes bras alors qu'elle sanglotait, disant qu'elle ne pourrait jamais pardonner à la mère qui l'avait laissée seule avec le monstre Claude pendant toutes ces années. Recroquevillée, elle a pleuré jusqu'à l'épuisement. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? J'ai vécu un enfer à cause d'elle. Je la déteste. J'ai caressé ses cheveux, écoutant, le cœur brisé. Les jours suivants, Renée a continué d'essayer de voir Taylor, mais Taylor a refusé. Je la déteste. Je ne suis pas prête, Adonis. J'étais le seul à la rencontrer, écoutant l'histoire brisée d'une femme profondément repentante. Renée m'a parlé de sa vie, travaillant dans des restaurants, créant une entreprise de mode prospère, riche mais seule. Je rêve de Taylor toutes les nuits, a-t-elle dit, les yeux rouges. J'ai réalisé que Renée ne voulait aucun mal. C'était une mère rongée par la culpabilité qui avait fui trop longtemps et ne savait pas comment recommencer. Elle a apporté des cadeaux, de vieux livres que Taylor aimait enfant, des photos de famille, mais Taylor les a rejetés. Grâce à ma patience et à la sincérité de Renée, Taylor a lentement commencé à reconsidérer sa position. J'ai doucement partagé ce que Renée m'avait dit. Ma chérie, elle est vraiment désolée. Elle ne t'a pas abandonné volontairement. Taylor n'a rien dit, mais je l'ai vue pleurer doucement en regardant les vieilles photos. Finalement, elle a accepté de rencontrer sa mère un après-midi tranquille dans le parc près de chez nous. Taylor se tenait à distance, la voix froide. Pourquoi es-tu ici maintenant? Que veux-tu? Renée s'est effondrée et s'est agenouillée. Ma fille, je suis tellement désolée. J'ai eu tort de te quitter. Je n'aurais jamais dû te laisser seule. Taylor ne l'a pas serrée dans ses bras. Ne l'a pas appelée, maman, mais a dit qu'elle pardonnerait, bien qu'elle ne soit pas encore prête à ce que Renée entre pleinement dans sa vie. Je te pardonne, mais j'ai besoin de temps. Renée a pleuré, toujours à genoux, la remerciant pour cette petite chance.
Ses yeux ressemblaient à ceux de quelqu'un qui venait d'être sauvé de la noyade après 20 ans. Taylor est resté immobile, les larmes coulant, mais sa voix calme en disant que tout prendrait du temps. Et ce n'était que le premier pas. Après tous ces bouleversements de cette visite de maison fatidique, la nuit passée à regarder à travers des caméras cachées, la confrontation en larmes, la tempête du procès jusqu'au retour inattendu de René, nos vies ont enfin commencé un nouveau chapitre. Taylor et moi avons décidé de vendre la maison qui contenait tant de souvenirs douloureux. La maison blanche de 2 étages avec sa pièce cachée au sous-sol était devenue un rappel constant de l'enfer que nous avions enduré. Les cris de Claude, les bleus sur le visage de Taylor, les nuits où je restais éveillée, rongée par la suspicion. Nous ne voulions pas vivre là où chaque coin murmurait la souffrance. Juliette, notre ancienne agente immobilière, nous a aidés à la vendre rapidement. Nous avons déménagé dans une banlieue plus calme de San Diego, à quelques pâtés de maisons de l'océan. La nouvelle maison était plus petite, avec un jardin fleuri et un balcon donnant sur des collines verdoyantes. Un endroit pour repartir à zéro, sans secret ni fantôme. René a discrètement déménagé à proximité également, à quelques rues de là, dans un petit appartement confortable. Elle ne nous a jamais mis la pression. Elle a simplement dit, je veux juste être proche de ma fille, même si ce n'est que de loin. Taylor n'a pas objecté. C'était une acceptation silencieuse et réticente. J'ai pris des dispositions pour que Taylor voie le docteur Elena, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Le docteur Elena était une femme douce d'âge mûr dont le bureau chaleureux était rempli de livres. Elle est devenue le point d'ancrage de Taylor. Lors des premières séances, Taylor tremblait encore en parlant des nuits pluvieuses en France, du sifflement de la ceinture dans l'air, de la terreur sans fin. Je me sens toujours comme cette petite fille, docteur, a-t-elle murmuré, les larmes coulant sur ses joues. Le docteur Elena a écouté, lui a appris des techniques de respiration, lentement, grâce à ma patience à la conduire à chaque rendez-vous, à la tenir dans mes bras après chaque crise et au propre progrès discret de Taylor, les cauchemars se sont raréfiés. Elle ne se réveillait plus en hurlant le nom de Claude, en sueur. Les crises de panique sont devenues moins fréquentes. Elle a commencé à dormir toute la nuit et à rêver de l'avenir au lieu du passé. René a commencé à nous rendre visite sous prétexte d'aider aux tâches ménagères, cuisinant des plats français familiers comme la ratatouille ou les crêpes, rangeant la maison avec des mains habiles, s'occupant du jardin fleuri que Taylor aimait. Elle n'a jamais forcé de conversation profonde. Elle travaillait simplement en silence, partageant de temps en temps des histoires légères sur sa jeunesse à Paris. Taylor a gardé ses distances au début, mangeant à table sans la regarder dans les yeux, répondant par des phrases courtes, mais elle ne l'évitait plus et ne lui tournait plus le dos. Un jour, lorsque René a apporté un bouquet de lavande de son propre jardin, Taylor l'a accepté et a murmuré « Merci ». C'était un petit pas, mais il signifiait tout. Je regardais de loin, le cœur réchauffé à la vue des 2 femmes, mère et fille, retrouvant lentement leur chemin l'une vers l'autre. René était patiente, se rachetant jour après jour. Taylor, bien que portant encore une profonde colère, a commencé à voir que cet amour n'était pas fin. Une année a passé en un clin d'œil, remplie de jours paisibles et de petits défis. Puis est venue la joyeuse surprise. Taylor était enceinte. Nous avons pleuré de bonheur sous le soleil de San Diego, nous serrant dans les bras, et avons décidé de nommer notre fille Ella Rose Keaton. Ella, du vieux rêve de Taylor, Rose, en l'honneur de René. La grossesse n'a pas été facile. Taylor s'inquiétait souvent que son passé puisse affecter le bébé, mais avec le soutien du docteur Elena, elle a surmonté cette épreuve. Le jour de la naissance d'Ella, son premier cri a rempli la salle d'accouchement. Taylor a regardé notre fille et a sangloté, elle est si belle. Ella était un petit ange aux cheveux de jais et aux yeux marron foncé de sa mère, apportant une nouvelle lumière dans notre famille. Notre maison débordait de rires de bébé, de l'odeur du lait maternisé et de nuits blanches à la bercer. René a été invitée dès le premier jour. Elle se tenait à la porte de la chambre d'hôpital, les larmes coulant alors qu'elle contemplait sa petite fille. Oh, elle te ressemble tellement. René s'est occupé d'Ella avec la dévotion d'une mère qui avait autrefois perdu la chance d'élever son propre enfant. Elle venait tous les jours, berçant Ella avec de vieilles berceuses françaises, changeant les couches, préparant les biberons avec des mains expertes. Je rêvais de faire ça avec toi,
a-t-elle un jour murmuré à Taylor, sans insister. Ella s'est rapidement attachée à sa grand-mère, pleurant quand René partait, riant quand elle la prenait dans ses bras. Taylor les observait souvent avec des émotions qu'elle ne pouvait nommer. Parfois, en voyant René pousser la poussette d'Ella dans le jardin, les yeux de Taylor brillaient. C'est étrange, Adonis. Comme un rêve. Je la tenais dans mes bras. C'est le véritable amour familial. Progressivement, la glace entre elles a fondu. Pas d'un seul coup, mais par petits moments. René enseignant à Taylor les recettes de sa propre mère. Taylor posant des questions sur l'enfance de René. Les premières étreintes maladroites. Un après-midi d'automne. Des feuilles dorées flottaient devant la fenêtre pendant que je tenais Ella et que Taylor préparait la nourriture pour bébé dans la cuisine. Le moment est arrivé de manière inattendue. Ella a commencé à s'agiter, agitant ses petits bras pour avoir de la nourriture. Taylor s'est tournée vers René assise à proximité et lui a tendu la cuillère. « Maman, tu veux bien la nourrir pour moi ?» La pièce est tombée dans le silence. Taylor s'est figée, la bouche ouverte, incrédule de ce qu'elle venait de dire. Je suis resté stupéfait, tenant toujours Ella. René a couvert sa bouche, les larmes coulant, tout son corps secoué par l'émotion. Pendant près de 20 ans, elle n'avait pas entendu le mot « maman » de la part de la fille qu'elle avait perdue. Ce seul mot était un baume guérisseur, effaçant des décennies de culpabilité. Les yeux de Taylor se sont rougis. Elle s'est détournée, embarrassée, mais René s'est avancé, l'a doucement embrassée et a sangloté. « Ma fille, merci. Merci de me donner une autre chance d'être ta mère. » Elle a pris Ella, la nourrissant avec des mains tremblantes, tandis que Taylor restait là, les larmes coulant, mais un petit sourire perçant. Ce moment a marqué la fonte finale de la glace entre elles. Non pas à cause du temps seul, mais parce que l'amour était courageusement revenu après tant de souffrance. Taylor ne s'est pas soudainement jeté dans les bras de sa mère. Mais à partir de ce moment, le mot « maman » est venu naturellement. « Maman, est-ce qu'Ella a bien dormi aujourd'hui ?» ou « Maman, peux-tu la surveiller pour moi ?» René est devenu une partie irremplaçable de notre famille, la dernière pièce manquante. Les mois et les années qui ont suivi ont été remplis de chaleur. Taylor s'est ouverte davantage, partageant des histoires de sa vie en Amérique et des cauchemars désormais derrière elle. René est devenu son ancre émotionnelle, échangeant des recettes et racontant des histoires de sa propre enfance pour que Taylor puisse mieux la comprendre. J'ai regardé les deux femmes que j'aimais guérir. René rayonnante en tenant sa petite fille, Taylor paisible en embrassant sa mère. Notre maison résonnait de rire. Ella babillant, mamie. René chantant des berceuses. Taylor riant, maman, Ella te ressemble tellement quand tu étais jeune. Un soir tranquille, alors que nous regardions tous les trois Ella dormir dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, son visage angélique serein, j'ai réfléchi silencieusement au long et difficile chemin que notre famille avait parcouru. Les cicatrices de cette visite de maison fatidique, les nuits remplies de peur à regarder les caméras, la confrontation trempée de larmes, la tempête du tribunal, le retour de René. Tout s'est rejoué dans mon esprit comme un film au ralenti. Nous avions failli nous briser. Taylor avec son passé entaché, moi dévoré par la suspicion, René rongé par la culpabilité. Pourtant, nous avions survécu grâce à l'amour, la patience et le courage d'affronter la vérité. J'ai réalisé la chose la plus importante. Le passé ne peut être effacé, mais il peut être surmonté. La douleur ne peut être évitée, mais elle peut être guérie. Et la vérité, aussi brutale soit-elle, est toujours le premier pas pour sauver une âme. Je termine l'histoire de notre famille avec ce message, ne sous-estimez jamais la peur qui habite la personne que vous aimez. Laissez-la parler. Laissez-la pleurer. Laissez-la être faible. Et soyez assez fort pour rester à ses côtés même quand elle n'a plus la force de se tenir debout elle-même.